Ils déplacent des ravitailleurs aériens des États-Unis vers l'Europe, puis de l'Europe vers le Qatar. Tu as, ils l'ont fait avant la dernière attaque. Qu'est-ce que c'est? À quel point sommes-nous proches d'une guerre entre les deux? Tu le sais probablement. Bibi est retourné en Israël, et après avoir dit à Donald Trump que tout allait bien avec l'accord de cessez-le-feu et la fin ultime de la guerre à Gaza, il est revenu et en hébreu a dit à tout le monde « Rien de tout cela n'existe. La guerre continue. Tsahal va tous les tuer. Nous allons finir la guerre. » Donc ce sac à mensonges, ce fourbe notoire, recommence. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui arrive. Il sait ce qui arrive. Il n'aura pas à parler à Donald Trump. Il n'aura pas à s'excuser. Il n'aura pas à se mettre à genoux. Il ne le ferait pas de toute façon. Il a maintenu sa coalition, ce qu'il n'aurait probablement pas réussi à faire s'il était revenu en disant ce qu'il avait dit à Trump à propos de l'accord. Et il sait qu'il va entrer en guerre avec l'Iran. Et il sait que les États-Unis vont le suivre. Cela va annuler, cela va effacer tout ce qu'il a dit ou promis à Trump. Donc, il s'en moque. Nous allons entrer en guerre, Nima. Nous allons encore faire la guerre à l'Iran. Quel serait l'avantage d'une nouvelle guerre? Quel serait selon vous l'objectif principal? Eh bien, tout d'abord, et avant toute autre considération, il s'agit de la préservation de la coalition de Bibi Netanyahou et de Bibi Netanyahou lui-même, point final, de son pouvoir et de sa position. C'est le premier objectif. Le second objectif est d'empêcher les États-Unis de le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire en ce qui concerne Gaza, la Syrie, le Liban et d'autres endroits, je le crains. J'entends par exemple de mes contacts à Bagdad qu'il se prépare également à la guerre. J'entends dire que l'Égypte pourrait aussi être sur le pied de guerre. J'entends dire que des restes de force au Liban, principalement le Hezbollah, sont prêts à agir. Et j'entends dire qu'il y a ailleurs dans la région des éléments susceptibles d'entrer dans la mêlée avec une puissance aérienne. Pensez à l'Arabie Saoudite, pensez au Qatar par exemple. Donc j'entends aussi, et c'est très troublant, je ne sais pas trop comment le prendre, mais j'entends de la part de personnes qui ont rencontré Raisi, le président, et d'autres Iraniens à New York, qu'ils ont modifié la fatwa. Elle ne prohiberait plus les armes nucléaires en elles-mêmes, mais seulement leur utilisation, ce qui en quelque sorte leur ouvrirait la voie pour en construire une, s'ils ne l'ont pas déjà fait. J'entends aussi qu'ils ne vont pas seulement attaquer Israël, ils vont s'en prendre à d'autres intérêts dans la région. C'est ainsi qu'on me l'a présenté. Et j'ai demandé, vous voulez dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït? Non, m'a-t-on répondu, je parle des installations américaines dans ces pays. Donc, ils vont attaquer directement les États-Unis. Oui. Est-ce censé être une mesure dissuasive? Est-ce censé être un bluff? Je ne sais pas. Je ne serais pas surpris s'ils en ont assez, s'ils en ont vraiment marre de tout ça, et que si Israël relance la guerre de manière sérieuse, ce serait fini pour Israël. En plus, ils feront tout le mal possible aux installations américaines dans la région, et ils pourraient causer beaucoup de dégâts, énormément de dégâts, qu'ils puissent couler un porte-avions s'ils se trouvaient à portée de l'un de leurs missiles à grande vitesse, ou d'une salve de ces missiles. C'est, je dirais, une probabilité de 60 à 70%. Et là, tout s'emballe, Nima. Je veux dire, on se retrouve dans une guerre régionale. On se demande ce que feront la Russie et la Chine si tout cela démarre de manière aussi flagrante et massive. Que feront-ils? Alors, c'est quoi cette histoire de plan de paix? Qu'est-ce qu'il essaie d'obtenir avec ce plan de paix? Est-ce une sorte de couverture pour ce qu'ils font? Celui auquel Bibi aurait prétendument adhéré.
Eh bien, je pense qu'en fin de compte, c'est Tony Blair. C'est essentiellement Tony Blair qui dirige une sorte de consortium destiné à transformer Gaza en ce que Trump voulait en faire, une immense entreprise générant de l'argent, et ainsi de suite. Et peut-être qu'il y a une apparence de potentiel pour un double État à terme, juste pour satisfaire les membres des accords d'Abraham et les y ramener. Je ne pense pas que cela va fonctionner. Et je sais que cela ne fonctionnera pas, vu ce que Bibi a ensuite déclaré en hébreu, à savoir en substance. Je ne pensais rien de tout cela. Nous allons poursuivre cette guerre. Nous allons la poursuivre jusqu'à l'extermination du Hamas. Peu importe les otages. Il ne l'a pas dit explicitement, mais c'est ce que cela impliquait. Et il sait qu'il est en sécurité, du moins pour le moment, parce qu'il part en guerre contre l'Iran, et que les États-Unis n'auront d'autre choix que de le suivre. Larry, peut-être que je suis trop pessimiste à propos de ce que fait Donald Trump, mais il me semble que Trump a proposé ce genre de plan à cause de la position de Netanyahou en Israël. Les personnes qui exercent beaucoup de pression sur Netanyahou et son gouvernement à propos des otages essayent de leur dire « Voyez, nous faisons tout notre possible. Regardez Donald Trump, il a présenté un plan de paix. Ils ne vont pas le signer, donc nous devons poursuivre le conflit. » D'une certaine manière, il légitime ce que fait Netanyahou. Je pense que Netanyahou a abandonné les otages depuis longtemps. Vraiment. Je ne crois pas qu'il s'en soucie le moins du monde, car il les considère comme un obstacle à la réalisation de son objectif, pour ainsi dire. Oui, c'est... Après tout, Larry, si tu as mentionné que l'Iran pourrait attaquer des bases américaines au Moyen-Orient, mais n'est-ce pas un peu étrange? Penses-tu que la Turquie sait ce qui se passe? Se soucie-t-il vraiment de ce qui se passe au Moyen-Orient? Quel est le rôle de la Turquie? Eh bien, la Turquie est un membre de l'OTAN, le pilier solide du flanc sud de l'Alliance, ce qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, car l'OTAN est en train de se désagréger. Je pense qu'Erdogan, compte tenu de ses performances passées et de tout le fiasco qui l'entoure, se contenterait de rester là et de regarder. Je ne pense pas qu'il agira. Maintenant, si Israël commençait à s'effondrer, sérieusement s'effondrer, sombrer dans le chaos, les Juifs partant dans tous les sens, eh bien, c'est ce qu'il se passerait. J'ai appris l'autre jour, Nima, que plus d'1,5 million de Juifs ont déjà quitté Israël. 1,5 million. Malgré toutes les restrictions imposées par Netanyahou sur les voyages, 1,5 million ont quand même eu assez d'argent ou de relations pour partir. Dans ce cas, si le pays s'effondrait complètement et qu'il n'y avait pas d'éléments nucléaires, Erdogan pourrait bouger. Mais c'est la seule situation où ce type bougera. En ce qui concerne le traité de défense entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, pensez-vous que cela va? Bonne question. Bonne question. Allez-y, posez-la. Comment penses-tu que cela va se dérouler? Très bonne question, car je pense que cet accord est probablement scellé dans le sang. Et il est sans doute scellé dans le sang, non pas nécessairement avec la direction civile, mais avec l'ISI et l'armée pakistanaise. En particulier avec la partie de ces institutions qui supervisent plus ou moins les armes nucléaires. Cela signifie que l'Arabie saoudite dispose d'une arme nucléaire à sa convenance, chaque fois qu'elle souhaite l'utiliser. Je suis fermement convaincu que lorsque Mohammed Ben Salman est devenu ministre de la Défense et a pris ce portefeuille, l'une des premières choses qu'il a faites a été de se rendre à Islamabad et de dépenser environ 20 milliards de dollars saoudiens, 20 milliards de dollars américains. Je pense qu'il s'agissait d'un contrat avec Islamabad concernant à l'époque la possibilité que l'Iran développe une arme nucléaire.
Iran possibly developing a nuclear weapon, Islamabad said to him, "You will have 20." Islamabad lui a dit « Tu en auras 20 ». Je ne connais pas le nombre exact, mais 20, c'est un peu militaire. J'en voudrais environ 20. Donc 20 armes te parviendront immédiatement quand l'Iran fera un essai ou quand tu sauras que l'Iran possède une arme nucléaire. C'est l'accord. Maintenant, il a été scellé dans le sang. Je veux dire, tu sais, c'est un pacte de défense désormais. Je ne sais pas si c'est tout, mais je sais que mes contacts me disent que cela inclut « Si c'est nucléaire, nous serons avec toi, nous serons de ton côté ». Donc, nous avons un tout nouveau jeu, et il ne s'agit pas seulement de l'Iran et du Pakistan. Il y a aussi le fait que la Chine est un soutien du Pakistan, et que la Chine a un réel intérêt dans cette voie ferrée du Sud qui passe maintenant par l'Iran. Et il y a aussi le fait qu'il y a un rapprochement entre ces anciens ennemis, l'Iran, Riyad et d'autres, dans ce contexte. Qu'est-ce que cela signifie en termes de ce qui pourrait arriver aux installations américaines dans la région si l'Iran estimait devoir les attaquer parce qu'il avait d'abord été attaqué par Israël et les États-Unis? Les Saoudiens se soucieraient-ils vraiment que des installations américaines soient touchées tant que l'Iran ne visait qu'elles? Aucune installation pétrolière concernée, seulement des installations américaines. Nous avons déjà vu ce qui se passe lorsque le Qatar est attaqué par Israël. Resterait-il simplement spectateur si seules des installations américaines étaient frappées? Je veux dire, on pourrait attaquer Al-Udeid et ne viser que les avions stationnés au sol. Il ne serait pas nécessaire d'endommager sérieusement la base aérienne. En il suffirait d'un groupe mineur à sol. Wipe out the U.S. aircraft on the surface. And a surprise attack would pretty much do that. Une attaque surprise ferait à peu près cela. Et ce serait, je pense que ce serait, une surprise. Je ne crois pas que ce soit quelque chose auquel le commandement central des États-Unis s'attendrait. Vous savez, deux peuvent jouer à ce jeu de la surprise. Deux peuvent jouer à ce jeu de duplicité. Et il est grand temps que les Perses en fassent un peu usage contre les Arabes et contre Israël. Je soupçonne que peut-être les gardiens de la Révolution, l'armée nationale et peut-être même le Conseil des gardiens et le Majlis en particulier, ils ont été plutôt virulents, plutôt belliqueux, se disent « Très bien, tant qu'à faire, allons-y à fond, nous allons affronter ces salauds. » Je ne leur en voudrais pas le moins du monde. Je veux dire, l'histoire est bien trop chargée de moments où ils ont été enfin assez en colère pour faire quelque chose contre le grand Satan. Tu es iranien. Qu'en penses-tu? Larry, You're Iranian. How do you feel about it? yeah, 2 days ago, Larry, there was an interview with the Il y a 2 jours, Larry, il y a eu une interview avec l'ancien chef du Conseil de sécurité du Parlement iranien. C'est un homme politique de longue date, de haut rang, et il connaît tout en matière de défense. Il a déclaré « Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement iranien est si timide lorsqu'il s'agit de parler de ses capacités militaires. Je sais que l'Iran a le pouvoir de mener n'importe quelle guerre jusqu'à l'Armageddon. Ils sont aussi puissants que cela. » Il a dit qu'il le savait parce qu'il est au courant de ce qui se passe concernant les capacités de l'armée iranienne. Alors pourquoi sont-ils si réticents à en parler avant qu'il ne se passe quelque chose? Tu sais, quand je regarde la situation, c'est tellement dangereux, sous tous les angles. Ce conflit est dangereux s'il se lance dans une guerre totale contre l'Iran. Nima, si j'étais responsable de la puissance militaire de l'Iran en ce moment, et non, je ne suis pas perse, je ne peux pas me mettre dans leur tête. Mais si je l'étais, en tant que professionnel militaire aux commandes, je déploierais toutes mes capacités, à l'exception de ce que je jugerais nécessaire, au cas où les États-Unis interviendraient massivement. Parce que je ne pense pas qu'ils auraient besoin de tout cela pour s'occuper d'Israël. Et je dévasterais Israël. Je l'anéantirais. Je le détruirais complètement. Et je pense que cela pourrait se produire en 48 heures. Ensuite, j'annoncerais « Vous voulez combattre les États-Unis. Il me reste beaucoup de moyens, mais je ne veux pas vous combattre. » Quand Israël serait en flammes,
en train de s'effondrer et de se désintégrer, et Dieu nous en préserve s'il devait utiliser une arme nucléaire dans ce scénario. Mais là, ce serait une toute autre histoire. Alors je dirais aux États-Unis, arrêtons-nous. Nous avons éliminé les personnes que nous voulions éliminer. Vous pouvez y aller et les aider à se reconstruire. Mais je ne pense pas que vous aurez beaucoup de chance à cet égard, car nous les avons vraiment détruits. Si vous voulez continuer à vous battre, nous le ferons, mais nous préférerions ne pas le faire. C'est ainsi que je procéderai. J'anéantirai Israël, simplement les anéantir. Et 48 heures, 96 heures suffiraient, peut-être même moins que cela. Ensuite, une fois ce fait accompli visible pour les États-Unis, je le rendrai public. Nous ne voulons pas nous battre contre vous. Nous ne voulons pas nous battre contre vous, mais nous le ferons si nous y sommes contraints. Je ne le ferai pas simultanément. Je sais que ce serait plus efficace, plus surprenant, une surprise tactique et opérationnelle, s'ils frappaient tout en même temps. Mais cela réduirait aussi leur capacité à simplement rayer Israël de la carte, car ils devraient consacrer une partie de leurs forces à d'autres cibles, et cela ne leur donnerait aucun levier contre les États-Unis. Ils auraient un levier considérable si Israël n'était plus qu'une ruine fumante, un fait accompli. Et qu'ils disaient aux États-Unis, « Nous ne voulons pas nous battre avec vous. Nous avons réglé le problème de l'ennemi. L'ennemi semait la terreur, tuant des Palestiniens à un rythme inimaginable. Il commettait un génocide. Nous avons fait ce que la Cour internationale aurait dû faire. Nous avons fait ce que l'ONU aurait dû faire. Nous avons en effet fait ce que vous auriez dû faire vous-même. Maintenant, nous ne voulons pas nous battre avec vous à ce sujet. Alors arrêtons-nous là. C'est-à-dire, c'est ce que je ferai. Je crois que tous ces États arabes seraient plus qu'heureux si cela arrivait, du haut en bas. Ils ont tellement peur de parler, mais on peut le sentir. Comment la population, l'opinion publique, perçoit Israël. Oui, cela se produit aussi dans ce pays, surtout chez les moins de 40 ans. C'est ce qui a mis Charlie Kirk dans l'embarras, parce qu'il a compris que de son point de vue, tout ce qu'il faisait pour renforcer le mouvement MAGA, pour mobiliser les jeunes en particulier, pour rallier les jeunes au camp d'Israël, et ainsi de suite. Tout cela affaiblissait en réalité son mouvement principal. Il y avait tellement de jeunes qui se demandaient pourquoi ça se produisait en ce qui concerne Israël. Et il a essayé, dans cette longue lettre que j'ai lue 2 fois ce matin, il a essayé, avec un langage très très mesuré, de le dire à Netanyahou. Mais on le voit, on le sent, quand il lui dit « Vous êtes en train de perdre ces gens-là ». Par conséquent, vous perdez l'avenir. Eh bien, cela se produit partout chez les jeunes démocrates. Et cela se produit dans une certaine mesure chez les jeunes MAGA, ainsi que chez les jeunes républicains et conservateurs. C'est ce que Charlie disait. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté la vie. Mais il n'y prête aucune attention. Il redouble simplement d'efforts, embauchant davantage d'entreprises, lançant plus de campagnes de relations publiques, essayant d'en capter davantage. Regardez Larry Ellison et ses types avec lui, Horowitz et les autres, qui essayent d'obtenir TikTok, qui veulent s'assurer que cette perte d'influence ne continue pas, qu'ils reprennent l'avantage pour Israël. Je pense qu'ils ont perdu. Je pense qu'ils ont perdu. Et ce sont les jeunes qu'ils sont en train de perdre. Et c'est cela, l'avenir. Donald Trump a dit 2 fois que le problème, c'est que la Russie est un tigre de papier. Puis il est revenu en disant « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire ». Et ensuite, encore une fois, il a répété le même genre de rhétorique, selon laquelle la Russie est un tigre de papier. Pensez-vous que nous nous rapprochons d'une guerre nucléaire avec ce genre d'attitude? Parce que ces pays ne savent pas ce qui se
se passe dans la tête de Donald Trump. Countries don't know what is in the mind of Donald Trump. Je pense que Trump et l'État profond ont déjà décidé d'une guerre nucléaire. Parce que la semaine dernière, nous avons décrit toutes les raisons économiques pour lesquelles Trump est désespéré. Il est désespéré de maintenir le contrôle des États-Unis et de l'OTAN sur le monde. Et tout cela se retourne contre lui. Rien que ces derniers jours, la Corée du Sud a déclaré « Nous n'allons même pas commencer à parler d'investir aux États-Unis. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Cela signifierait la destruction de l'économie coréenne. » Les Japonais ont dit « Très bien, nous ne pouvons pas en parler non plus. » En Europe, même là, ils refusent de suivre. Donc, je pense que Trump et les États-Unis se demandent « Comment allons-nous verrouiller notre contrôle ?» Eh bien, vous avez mentionné l'Ukraine. Je pense que l'Europe et l'Ukraine, maintenant qu'elles bombardent les raffineries et les installations énergétiques russes, tout comme la Russie avait bombardé celle de l'Ukraine, vont dire « Nous allons continuer à augmenter l'échelle, à augmenter l'échelle, à augmenter l'échelle, jusqu'à ce que finalement, vous n'ayez plus d'autre choix que de résister. » Et vos invités et commentateurs, partout sur Internet, disent que la population russe, ainsi que ce qu'on appelle l'aile droite, c'est-à-dire l'aile nationaliste, affirme « Nous devons répondre, car à un moment donné, nous devrons répondre. Autant le faire plus tôt que plus tard, avant qu'il ne fasse exploser davantage de nos raffineries et de notre production d'énergie. » Je pense donc que le moment approche à grands pas, surtout maintenant que l'Estonie a saisi le pétrolier russe. Cela signifie essentiellement une escalade après l'autre, et je pense qu'ils ont décidé « Nous allons continuer à intensifier le rythme de la déstabilisation jusqu'à ce qu'il y ait la guerre. » D'autant plus que l'armée croit, et Trump aussi, que s'ils parviennent à enliser la Russie en Ukraine, alors la Russie sera incapable d'aider l'Iran à se défendre contre ce qui n'est plus qu'à 1 ou 2 semaines, l'attaque d'Israël et l'attaque de l'Amérique contre l'Iran, ce qui va provoquer une conflagration dans tout le Proche-Orient. Et j'ai dressé une liste dont nous avons parlé plus tôt, ce que l'Amérique essaye de faire pour verrouiller sa position avec le pétrole et le dollar. Mais il me vient à l'esprit que Trump et ses conseillers doivent savoir qu'aucune de ces mesures ne va fonctionner. Je pense que Trump a son propre programme. Toi et moi en avons parlé plus tôt, son élan narcissique à se rendre célèbre. Je pense qu'il a compris qu'il existait une façon de devenir la personne la plus célèbre de l'histoire. Il peut être l'homme qui a fait exploser la civilisation. C'est plus important que Jésus, plus important que Moïse. Tout ce qu'il a à faire, c'est déclencher une guerre atomique. Et quand la poussière retombera et que l'évolution recommencera, l'humanité survivante, où qu'elle soit, écrira une histoire et se demandera comment tout cela a-t-il commencé, comment le monde a-t-il explosé. Et ils diront, quelqu'un nommé Donald Trump. C'est son rêve. Un narcissique ne peut pas résister à la tentation d'être la personne la plus importante, la plus célèbre de toute l'histoire. Selon la presse financière, nous sommes au bord d'une période de stagflation, un mélange de croissance économique faible, ce que confirment les chiffres du chômage que je viens de mentionner, et d'une inflation incontrôlée. Le taux d'inflation actuel est de 3%. Si nous sommes engagés dans une grande rivalité avec la Chine, permettez-moi de rappeler à tout le monde que le taux d'inflation officiel en Chine est actuellement de moins 0,4%. Ils n'ont pas d'inflation, ils ont de la déflation. Les États-Unis ont un taux d'inflation de 3%. Cela seul permettra à la Chine de surpasser les États-Unis chaque année où cette situation perdurera. Oubliez les tarifs douaniers, oubliez même les taux de change. Avant de regarder ces éléments, observez l'écart. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau.
Les Chinois n'ont pas, au cas où vous ne seriez pas familier avec les statistiques, ce n'est pas récent qu'il n'ait pas d'inflation. Ils ont maintenu l'inflation sous contrôle d'une manière remarquable. C'est pourquoi vous n'entendez pas parler d'inflation en Chine. Ce n'est pas un mauvais chiffre dont les médias peuvent parler. Gardez cela à l'esprit lorsque vous lisez que la Russie est à genoux, économiquement. Si vous sélectionnez certaines statistiques dans n'importe quel pays, y compris les États-Unis, si je veux démontrer que les États-Unis sont en bonne santé, je peux choisir 6 statistiques qui le prouvent. Si je veux montrer que les États-Unis sont en difficulté, je peux en choisir 6 autres et étayer cette idée. Tout analyste doté d'un cerveau sait que le secret de l'analyse ne réside pas dans le fait de sélectionner ce qui nous arrange. Un enfant en serait capable. C'est une question d'équilibre. Comment parvenir à un jugement qui tienne compte des différentes statistiques, dont certaines montent toujours, tandis que d'autres baissent? C'est vraiment comme un médecin qui mesure votre corps et toutes ses fonctions. Très bien. Les Chinois sont quoi? Ils ne se contentent pas de gagner la course économique. Il ne suffit plus de dire simplement « regardez le PIB ». La Chine et les BRICS forment désormais une unité économique bien plus vaste que les États-Unis et le G7. Et c'est un vrai problème. Mais nous commençons maintenant à voir les conséquences revenir vers nous. Nous en voyons les effets, les conséquences. Au cours des 20 ou 25 dernières années, les Chinois ont réalisé une série d'investissements très importants au Venezuela. Ils ne sont pas en position, ni au Venezuela, ni dans aucun des autres pays où ils ont investi, de permettre aux États-Unis de renverser un gouvernement à leur guise. Pourquoi? Éliminer les Chinois? Non, non. Cela n'arrivera plus. C'est ce qui se passait dans l'ancien monde colonial. Oui, mais plus maintenant. Ainsi, lorsque les États-Unis, en violation de tout ce que je considère comme la loi, tuent délibérément, combien est-ce maintenant? 25 personnes. Dans plusieurs bateaux au large du Venezuela, il n'y a ni arrestation, ni enquête, ni procès, ni jury, ni juge, ni appel. C'est un meurtre sur le champ, accompagné de déclarations affirmant que le Venezuela est puni pour ses activités liées à la drogue. Quiconque connaît un tant soit peu le trafic de drogue sait que l'essentiel se déroule du côté pacifique de l'hémisphère occidental et non du côté atlantique. Ce qui passe par les Caraïbes, c'est de la petite bière. Si vous voulez vraiment arrêter la drogue, le Venezuela n'est pas votre cible. Venezuela isn't your target. And so the Chinese, here we go now, the Chinese. Et donc les Chinois, voilà, nous y sommes, la marine chinoise est très présente au Venezuela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie exactement ce que vous pensez. Vous n'allez pas faire ça. Vous pouvez afficher toute la bravoure que vous voulez, rassembler vos généraux dans une salle étouffante, cela ne change rien. Les États-Unis, si Michael a raison, s'apprêtent-ils à collaborer avec Israël pour attaquer l'Iran et le Venezuela, alors que la question de Gaza n'est pas résolue et que la guerre en Ukraine est en train d'être gagnée par la Russie? Vraiment? Vous savez ce que ce serait? De la surextension. Ce serait exactement ce qui a conduit à la chute d'Hitler, de Mussolini et de Francisco Franco. Je parie que, malgré leur côté clownesque, parmi les conseillers de M. Trump, il y en a qui pourraient le lui dire aussi. Et sinon, eh bien, nous pouvons le faire. And if not, well, we can do it.